Il y a une possibilité d'avoir une union européenne autour d'un leader, et tant mieux si c'est la France, on a la puissance nucléaire, etc. Et j'ai envie de citer Cyrano de Bergerac, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Oh, et là, magnifique. aujourd'hui, on est fiers d'être leader dans ce domaine, en tout cas. Ah, il y a toujours un admirateur de Cyrano de Bergerac ou quelqu'un qui trouve que c'est trop enflé. Chacun son avis sur Cyrano. C'est bien Cyrano de Bergerac. Moi j'aime bien aussi. Non, ça c'est magnifique. L'Allemagne change, et elle change beaucoup. Regardez cette nouvelle qui est en train d'arriver, de monter les Taurus. Merz, le nouveau chancelier, celui qui sera aux affaires certainement maintenant, dans les jours qui viennent, en tout cas autour du 6 mai, son plein pouvoir devrait être constitué, veut donner les missiles Taurus à l'Ukraine. C'est vraiment un cap majeur dans la guerre qui est en train de se mener, et ça met en fureur, alors cette fois c'est les Allemands qui sont ciblés, la direction russe. Étant donné que l'utilisation de ces missiles de croisière à des fins militaires est impossible sans l'intervention directe de militaires allemands, toute frappe contre des cibles russes ou des infrastructures de transport critiques, et je vous rappelle que le futur chancelier allemand a explicitement cité le pont de Crimée comme cible potentielle, sera considérée comme une participation directe de l'Allemagne aux hostilités aux côtés du régime de Kiev, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'Allemagne. Non, Xavier. Elle part d'un postulat qui est volontairement faux et mensonger pour faire semblant que l'Allemagne sera impliquée. Quand l'Allemagne a vendu des Taurus à la Corée du Sud, il n'y a pas un officier allemand qui est au-dessus de l'épaule du sud-coréen pour savoir qu'est-ce qui cible en Corée du Nord. Donc j'étais préparateur de mission sur Rafale et on configurait en particulier les trajectoires des bombes. On a un logiciel de préparation de mission dans lequel on peut définir quelle va être la trajectoire d'un missile ou d'une bombe. Et donc évidemment quand la France a transféré les missiles Scalp à l'Ukraine, certes, il y a des zones qu'on peut laisser en rouge, on peut leur interdire de cibler des centrales nucléaires ou des choses comme ça, mais une fois que le logiciel est entre les mains des Ukrainiens, ils sont 100% libres d'utiliser avec les restrictions qu'on a mis dans le logiciel. Donc quand l'Allemagne, et tant mieux si elle le fait, transférera ses missiles à l'Ukraine, l'Allemagne ne sera pas impliquée. C'est un transfert de matériel, tout comme l'Iran transfère du matériel à la Russie qu'elle utilise pour tirer sur le territoire ukrainien. Comment expliquer une telle révolution ? L'Allemagne, vous avez été en poste là-bas tellement d'années, Général Richoux, qui était terrorisé à l'idée d'être engagé dans une armée. On se moquait même de l'armée, de ce qu'était devenue l'armée allemande, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et qui aujourd'hui a retrouvé des muscles à ce point-là qu'elle est prête à défier la Russie. Déjà, elle a changé de coalition, parce que c'est plus le SPD de M. Scholz, qui était quand même, si vous regardez, quand il avait les cheveux longs dans les années 70, c'était un grand pacifiste, M. Scholz. Là, vous avez quand même M. Merz, qui est issu d'une coalition quand même très conservatrice, CDU, CSU, et donc qui sont traditionnellement quand même plus durs. Donc là, effectivement, il a compris qu'on n'attendait rien de la Russie et donc il s'aligne. Mais moi, j'en étais sûr. Je l'avais tweeté il y a à peu près un an en disant ils y viendront, c'est certain, car ils n'aiment pas les Allemands être les mauvais élèves. Ils n'aiment pas être pointés du doigt. Nous, on filait des scalps et des Storm Shadow du côté du Royaume-Uni. Il était évident que tôt ou tard, ils ne pourraient pas résister à la pression et qu'ils fourniraient des Taurus. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle quand on fournissait 4000 casques lourds en février 2022. Là, on a un changement beaucoup plus fort. On a l'impression qu'ils entrent dans une logique, la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est défier la Russie. Il faut surtout pas être... C'est la défense, déjà. Pas forcément l'attaque, mais ne pas se brider quand on mène la guerre, parce qu'en fait, vous savez, on a toujours présenté l'Ukraine comme un lutteur à qui on a attaché les deux bras derrière. Il devrait lutter contre quelqu'un qui est plus il va encore plus loin que ça. Il faut lire ce que dit Merz, chancelier d'Allemagne, sur le pont de Kerch. Même la France ne dit pas ça. Je crois qu'aucun pays d'Europe ne dit ça. Il dit: allez-y les Ukrainiens, frappez le pont de Kerch. Je me rappelle qu'on m'aviez envoyé la première, le timbre avec le pont frappé dans la grande opération. L'armée ukrainienne doit sortir de la défensive. L'Allemagne, première puissance économique du continent qui dit ça, elle doit pouvoir détruire la liaison terrestre entre la Russie et la Crimée. Poutine doit comprendre que cette guerre est pour lui sans issue. L'Allemagne qui avait les dents limées, il faut regarder une carte de l'Europe, voir que l'Allemagne, elle est un peu plus près de nous, du front russe, que nous le sommes. Et il y a une véritable peur. Il y a la peur du lâchage américain et il y a la peur de la Russie, qui est quand même très réelle. Et il y a autre chose. C'est très important. Attardons-nous vraiment là-dessus. Ce que dit Marion, c'est-à-dire regardez la carte. La géographie parle. Comme disait Mitterrand, les États font l'histoire de leur géographie. Juste à gauche de la Pologne. Quand vous êtes allemand, vous sentez, disons, le source du boulet.
un peu plus proche. Le souffle, oui, s'il regarde vers l'Est, le souffle, c'est nous. Donc, oui. Mais ça, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais non, mais ils sont très proches. Et puis, leur histoire avec les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale leur donne une approche très, très particulière de la Russie. Ça a fait d'ailleurs cette croyance en commerçant, on allait être copains avec eux pour la vie, on leur achète du gaz, etc. Et ça, c'était Madame Merkel qui arrivait d'Allemagne de l'Est et qui a cru à ça, effectivement. Mais également, ils se sentent une responsabilité historique vis-à-vis de l'Est et vis-à-vis de la Pologne. Mais expliquez bien la géographie. Là, on est dans une semaine où la Russie a menacé la Pologne en des termes très durs. Et quand vous vivez à Berlin, vous êtes tout près de la Pologne. De Berlin à la Pologne, c'est quoi en voiture? De Berlin, c'est 75 km, je crois. C'est ça. Parce qu'en fait, toute la Prusse orientale est aujourd'hui en Pologne. Donc Berlin était au centre des États pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, est quasiment à la frontière. Et rappelez, vous avez vécu ça. La guerre, quand on parlait de guerre mondiale possible pendant toute la guerre froide, le ventre de la guerre, c'était l'Allemagne. On imaginait qu'on se battrait là. On se battait sur le Limes, c'est-à-dire sur le mur, car on se rappelle que le mur, il n'était pas qu'à Berlin. Hein. Il y avait une saignée qui partait de la Baltique et qui allait à la Suisse. Hein. Et qu'on voyait avec les Miradors, etc. Partout. Et donc, le champ de bataille, c'était véritablement l'Allemagne. Et l'Allemagne avait 2-3 000 chars. Hein, regardez la carte. Regardez la carte. La Russie n'est pas du tout loin du tout, parce qu'il y a le petit bout là, le petit bout marron là. C'est Kaliningrad. À Kaliningrad, vous avez les armes nucléaires russes qui sont posées. Et de Kaliningrad à l'Allemagne, en fait, à vol d'oiseau, c'est quoi, 250 km à peu près, de 200 km. Donc en fait, c'est pas loin du tout. En plus, l'Allemagne donne sur la mer Baltique, donc du coup, elle est aussi vulnérable par le nord pour la flotte russe et pour l'aviation russe qui peut passer même sans encombre, puisqu'il y a les corridors internationaux au-dessus de la Baltique. Et donc, bien évidemment, il y a ça. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y a eu des attaques des terminaux, les attaques des dépôts, l'attentat programmé contre le directeur général de Rheinmetall. Et donc l'Allemagne a compris que la menace russe, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose que nous imaginons ici sur le plateau pour nous faire plaisir, quoi. Poutine veut mettre une pression toujours plus forte sur cette partie. Quand on reste sur cette carte, il est en train d'amasser des troupes, 78 000 hommes. Et je rappelle la comparaison, c'est la moitié de ce qu'il a amassé en février 2022. Est-ce qu'il est en train de dire à l'Europe de l'Ouest, en réalité, moi, je suis prêt effectivement à monter le niveau de danger? C'est Volodymyr Zelensky et des sources occidentales qui l'indiquent. Hein. Je pense que c'est un moment de vérité pour la Russie, pour tester jusqu'où elle peut aller avec l'Occident dans cette configuration dans laquelle elle est. La réalité de la menace aujourd'hui, elle est dans les propos de Naryshkin, le patron précisément du SVR, c'est le service dont on parlait à l'instant. Il parle de la menace qui porte sur les Polonais et les Baltes. Ils devraient comprendre, mais ne comprennent pas encore qu'en cas d'agression de l'OTAN, les premiers à souffrir seront les cercles politiques de la Pologne et des pays baltes. La Pologne et les pays baltes ne peuvent tout simplement pas comprendre que c'est l'intensification de l'activité militaire aux frontières de la Russie et de la Biélorussie qui est devenue l'un des facteurs, l'une des raisons de la crise actuelle, vaste, aiguë et très dangereuse sur le continent européen. Il n'y a rien de nouveau, là, véritablement. Mais ce qui est intéressant, Pays Baltes, Pologne, c'est une obsession chez eux. C'est des territoires qu'ils ont perdus, qui leur donnent l'accès à la Baltique. Hein. Rappelons que quand ils avaient la Baltique, ils l'avaient de Saint-Pétersbourg jusqu'à la DDR, hein, donc c'est-à-dire jusqu'à la moitié de l'Allemagne. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Le Nord était neutre, il ne l'est plus. Le reste est quasiment... ce sont des troupes de l'OTAN, ce sont des pays de l'OTAN. Il leur reste Kaliningrad, Saint-Pétersbourg. Et ces pays-là qui sont au milieu, eh bien, effectivement, je pense qu'il y a une obsession sur eux. Et ce sont des pays qui ont échappé à l'Empire russe. Donc, dans le rêve impérial, je pense qu'il y a toujours cette espèce de fantasme que ça devra revenir, au moins dans l'influence russe, de jure, sinon de jure, de tôt ou tard. Et vous avez entendu Naryshkin? Il dit les Pays-Baltes qui vont attaquer la Russie. L'Estonie va attaquer la Russie. C'est la même chose qu'ils ont dit sur l'Ukraine. Mais c'est le délire. L'Ukraine, à la limite, on peut dire que c'est un grand pays. C'est un pays qui est quand même 20% plus grand que la France. À ce niveau-là d'argumentaire, je ne pense pas que c'est vraiment les faits qui comptent. Mais là, vraiment, l'Estonie, c'est un tout petit pays. À aucun dirigeant estonien, dans aucun délire, dans aucun cauchemar, cauchemar si, les Russes qui envahissent l'Estonie. Mais aucun dirigeant estonien n'a prévu d'attaquer la Russie. Donc c'est du délire.
Et puis il faut regarder aussi au niveau international. Là, on se focalise sur l'Europe comme si c'était les méchants Européens et les méchants qui est menaçante et qui agresse ses voisins systématiquement où qu'ils se trouvent. Et quand vous êtes en Géorgie, que vous êtes en Europe, quelle que soit la frontière, vous êtes menacé par la Russie. Donc la Russie a une capacité de faire s'éloigner les pays qu'elle n'arrive pas à contraindre. Comme elle n'arrive pas à les attirer vers elle parce que c'est une puissance, un soft power tel qu'on dit, et ben du coup ils essayent de s'échapper et se rattacher aux puissances à côté qui pourraient les protéger.